Ah, Macron à la télé, ça faisait longtemps, non? Bah oui, on s'inquiétait, ça faisait quand même une semaine entière qu'on l'avait pas vu. Mais bon, cette fois, il va nous causer de son sujet préféré, celui de l'Europe. Tu sais, parce qu'il a passé 4 jours à négocier pour un plan de relance, machin truc, et donc là, à la télé, il est venu faire campagne. Non, pas faire campagne, hein, faire un compte-rendu juste un petit peu enthousiaste sur toutes ces négociations, même si, bizarrement, il a quand même été beaucoup plus timide sur les échecs de cette négociation. En fait, tu as eu 2 trucs qui ont été décidés pendant ce Conseil européen. Déjà, tu as eu un plan de relance de 750 milliards d'euros et le budget de l'Union européenne pour les 7 ans à venir de 1000 milliards. Et donc voilà, c'est ça qu'Emmanuel Macron a utilisé pour faire sa campagne à la télé. Non, pour parler objectivement des négociations, sauf quand même qu'il a oublié des détails sur 5 points et on va y revenir ensemble durant cette vidéo. Voilà, parce qu'au Canard Réfractaire, on va se spécialiser sur les analyses du discours d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, vu qu'on en a bouffé la semaine dernière d'Emmanuel Macron, pour cette vidéo-là, on va surtout discuter du plan de relance, des trucs comme ça, et pas forcément de l'interview en elle-même. Il y a quelques extraits, mais si tu veux voir l'interview complète, évidemment, c'est en description. Et donc c'est parti pour une analyse et un décryptage de ce Haut Conseil européen à travers 5 points. Pour la première fois de son histoire, l'Europe, les pays européens, solidaires, vont emprunter de l'argent pour le répartir entre eux selon les besoins et les priorités. Ce qui fait que le premier argument d'Emmanuel Macron, c'est le fait qu'en Europe, on aurait mutualisé nos dettes. Enfin, c'est presque une mutualisation, et le presque est important. En réalité, les dettes, elles sont pas vraiment mutualisées. Si c'est bien la Commission qui va emprunter une somme faramineuse, chaque pays va devoir payer sa part. C'est donc seulement en cas de défaut dans le remboursement que chaque pays va devoir mettre la main dans le porte-monnaie. En fait, pour faire simple, en gros, ils ont fait exactement à l'échelle européenne pour les États ce que en France, l'État a fait pour les entreprises. En gros, l'État français s'est porté garant pour que les entreprises françaises puissent emprunter auprès des banques. Et là, c'est la Commission européenne qui se porte garant auprès du marché financier pour que les États puissent se financer. Et de la même façon que les entreprises en France devaient rembourser, même si c'est l'État qui se porte garant, et au niveau européen, c'est les États qui vont devoir rembourser au marché financier, même si c'est la Commission européenne qui se porte garante. Et la seule nuance, c'est qu'en France, la banque prête directement à l'entreprise, alors que là, le marché financier va prêter à la Commission européenne qui va redistribuer après aux États. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'en France, ce truc-là, ça s'appelle l'État qui se porte garant. Mais à l'échelle européenne, vu qu'il faut faire des belles phrases, tu sais, ça s'appelle tout autrement, ça s'appelle la mutualisation des dettes. Bref, pour le coup, c'est quand même un peu hypocrite. Et le cas d'un non-remboursement par un pays membre a été soigneusement préparé vu qu'il a été acté le fait que la Commission européenne contrôle bien plus que d'habitude les pays qui bénéficient de prêts et de subventions. Ce qui veut dire que les États qui vont recevoir l'argent, en échange, ils vont devoir montrer patte blanche à la Commission européenne, c'est-à-dire limiter leurs dépenses, limiter les services publics, enfin bref, on connaît l'histoire. Et donc on peut aller directement au second point. Cet accord, il n'est pas historique puisqu'ils n'auront pas avec la traditionnelle austérité. Un des problèmes, c'est que dans les 750 milliards, en réalité, tu n'en as que 390 qui sont réellement des subventions. Le reste, c'est juste des prêts. Et ce qui n'est pas forcément utile parce qu'en ce moment, les États ils peuvent emprunter à des taux très très bas. Et surtout avec ce Haut Conseil européen, rien n'a changé. Il y a toujours les mêmes traités libéraux qui imposent la liberté de circulation des capitaux, qui fait qu'il y a énormément de paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Tu as toujours les mêmes réformes structurantes qui sont imposées, tu as toujours les mêmes problèmes démocratiques, les mêmes problèmes budgétaires. Et surtout, c'est la même politique économique qui consiste à essayer d'avoir encore plus de croissance, encore plus de PIB et de faire une relance par l'offre et pas du tout par la demande. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qu'on va avoir après ce Haut Conseil européen, c'est pareil que ce qu'on avait avant, mais en pire. D'autant plus que l'aide ne risque pas de suffire. En tout, et si on est gentil dans les calculs, c'est l'équivalent de 10% du PIB européen qui est mobilisé contre une aide de 15% aux États-Unis et de 21% au Japon. Et c'est là où tout se tient, c'est là où à la fois nous allons lever aujourd'hui une dette pour financer la transformation de notre économie et répondre à la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons, et que nous allons le financer par la transformation d'une fiscalité européenne qui permet, 1, de mieux taxer les acteurs du numérique et 2, de correspondre à nos objectifs climatiques. Et ce qui est pratique quand tu prends l'échelle européenne, c'est qu'on arrive très rapidement à des milliards de machins, de trucs, et c'est très vite impressionnant. Sauf que quand on regarde en détail, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes.
Ce que ne dit pas Macron mais que les Échos précisent, c'est que cette négociation face aux pays du Nord a aussi mené à un grand rabais dans le plan de relance de l'Union européenne. La seule institution potentiellement démocratique de l'UE, le Parlement, avait lui préconisé 2000 milliards. Mais les chefs d'État, là, durant ce haut sommet, ont finalement acté pour un petit 750 milliards, dont seulement 390 d'argent réel. Donc ça, c'est pour le plan de relance. Mais pour le budget européen, c'est pareil. Le Parlement européen avait demandé 1300 milliards. La Commission européenne, elle, 1100 milliards. Et au final, les chefs d'État, ils ont décidé d'acter 1074 milliards. Et petit détail, les budgets dans l'Union européenne, c'est toujours calé sur 7 ans. On va donc parler un peu du budget qui a subi un gros rabotage. Le financement de l'industrie, par exemple, par le Fonds européen de défense, a été divisé par 2. Et le programme UE for Health, censé protéger les Européens d'une autre crise sanitaire, a tout simplement été supprimé. Le fonds prévu pour la transition énergétique des pays pauvres dans l'Union a été divisé, lui, par 3, et le programme de recherche qui s'appelle Horizon UE, amputé de 20 milliards. La PAC, quant à elle, a été diminuée de 10%, et quant au plan de relance européen rural, qui devait servir à la transition agricole, il a été divisé par 2. Pour le climat, par contre, c'est une autre histoire, parce que ce qui a été annoncé, c'est que 30% du budget européen soit consacré uniquement à des projets verts et écologiques. Et ça, à première vue, ça paraît chouette. Le problème, comme le précise l'Ouest France, c'est que ces investissements ne seront pas fléchés. Les 30%, c'est juste un indicateur, juste une promesse. On peut donc douter que les résultats affichés aujourd'hui seront réellement ceux obtenus demain. D'autant plus qu'il est facile, en réalité, de faire passer des budgets classiques pour des trucs écolos. Ah oui, je le redis parce que c'est important, mais les budgets européens, c'est sur 7 ans. Donc ça veut dire que tout ce qui a été raboté aujourd'hui à la défense, à l'agriculture, à la santé, on ne va pas les récupérer avant 7 ans. Pour nous, Françaises et Français, cela signifie que nous toucherons 40 milliards d'euros sur ce plan de relance. Ça veut dire que cet argent viendra de l'Europe sur notre budget, sans que nous ayons besoin de le financer, ni par notre propre endettement à nous, ni par nos impôts. Ça, c'est un des gros arguments d'Emmanuel Macron, c'est que les 40 milliards que va recevoir la France grâce à ces subventions du plan de relance, si vous suivez un peu le bordel, ça va être intégralement financé par de nouvelles taxes, mais pas payées par le contribuable, mais payées plutôt par des entreprises. Une bonne nouvelle vu que l'Union européenne n'a pas de fonds propres et que l'intégralité de son financement, c'est par la contribution de ses États membres. Et donc s'il avait fallu financer ces 390 milliards avec un financement classique, la France aurait dû payer 60 milliards. Et là, vu qu'elle en reçoit que 40 milliards, ça n'aurait été pas ouf, parce qu'on aura juste payé en fait 20 milliards pour les autres. Sauf que bien sûr, il y a un souci parce que toutes ces taxes-là pour l'acier, pour le plastique, sur les grosses entreprises, tout ça, tout ce qu'ils racontent, c'est pas quelque chose qui a été décidé, acté dans la loi ou toutes ces choses-là. Si tu veux, là, Emmanuel Macron et tous les chefs d'État européens, ils ont décidé des dépenses, mais les recettes, encore une fois, c'est juste, ils l'ont simplement évoqué, il n'y a rien qui a été voté. Parce qu'évidemment, avec l'Union européenne, vu que c'est une énorme bureaucratie terrible, si tu veux rajouter des taxes, il faut passer par le Parlement, par le truc, le machin, et donc ça prend du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune assurance réellement que les subventions vont être financées par les grosses entreprises. Ce qui fait que Macron annonce ce qui n'a pas encore été négocié par les différents pays et par la Commission européenne. Et sachant que tu as pas mal de pays, notamment l'Allemagne, qui sont très réticents par rapport à ce genre de truc, il risque d'avoir des surprises dans les années à venir. Et en plus de ce budget européen, sur ces politiques historiques, nous avons lancé aussi des politiques nouvelles qui correspondent à toutes les ambitions que la France a portées. Sur le numérique, sur le climat, etc., etc. Et donc avec tout ça, on peut sérieusement douter quand Emmanuel Macron dit que la France sort gagnant de ce Conseil européen. Déjà parce que certains pays ont négocié un rabais de leur participation au financement de l'Union européenne. Par exemple, l'Autriche va bénéficier d'un cadeau d'1 demi-milliard, et de même pour les Pays-Bas. Quant à l'Allemagne, elle bénéficie déjà d'un rabais de quasiment 4 milliards. En tout, la France va être obligée donc de payer 15 milliards d'euros en plus sur les 7 ans, sans compter bien sûr les 9 milliards d'euros qu'elle perd chaque année en finançant l'Union européenne. Alors, si on résume, je ne sais pas si c'est à peu près clair pour toi, mais en gros, la France devrait recevoir 40 milliards des 390 milliards de subventions réelles du plan de relance de 750 milliards.
Tu vois à peu près le délire. Sauf que cette subvention de 390 milliards, c'est basé sur une taxe hypothétique qui n'a pas encore été négociée sur les grosses entreprises. Donc pour le moment, on n'est pas du tout sûr des recettes, même si on est sûr des dépenses. Donc en gros, si on arrive à taxer bien comme il faut, on gagnera ces 40 milliards, sauf si on n'arrive pas à imposer la taxe et que c'est les pays européens qui payent avec la dette ou les impôts, ce qui fait que là, on perdrait 20 milliards. Mais même si ça se passe très bien et qu'on gagne ces 40 milliards parce qu'on arrive à taxer les grandes entreprises, un jour peut-être, à cause des rabais des différents pays, et notamment des pays qui sont des paradis fiscaux, on est obligé de payer 15 milliards sur les 7 ans. Ce qui fait que sur les 40 milliards, déjà, tu en as que 25 qui vont être réellement utilisables. Mais dans la même réunion, il y a le budget qui a été décidé, là, les 1074 milliards sur 7 ans. Sauf que sur ce budget, tout ce qui a été les projets collectifs ont été abandonnés. Et c'est quand même con parce que l'Union européenne, c'est censé normalement servir à ça. Et tout ce qui va concerner la santé, l'agriculture, la recherche, la défense, tout ça, ça a été plombé. Et donc quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, la victoire française là-dedans, elle est quand même assez mineure. Mais surtout, grâce à la grande bureaucratie qu'est Bruxelles, ces subventions-là, on devrait voir la couleur uniquement en 2023. En plus de ça, concernant les prêts cette fois, on n'en avait pas franchement besoin puisqu'on emprunte déjà à des taux négatifs et c'est pareil pour pas mal de pays. Et ça fait quand même beaucoup pour parler d'une victoire diplomatique. Donc on ne peut pas parler d'une victoire française là-dessus, c'est clair, mais peut-être qu'on peut parler d'une victoire indirectement puisqu'on arrive à stabiliser l'Union européenne avec les pays comme l'Italie et l'Espagne qui étaient bien dans la merde. Mais si tu voulais aider les pays du Sud tout en restant dans une logique d'Union européenne, ce qu'il fallait faire c'était remettre en cause les traités, faire en sorte qu'il y ait une véritable fiscalité commune pour empêcher l'évasion fiscale, permettre aux États de réellement investir dans du service public, de faire de la relance économique, etc., etc. Là, on continue toujours, encore et toujours dans la même logique austérité qui va mener à la même chose quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même con, quoi. C'est quand même con parce que c'est une occasion de rater. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Déjà que le couple franco-allemand, qui est censé être le moteur, tu sais, de l'Union européenne, enfin tout ce qu'on dit en France, c'est quand même un peu du pipeau parce que c'est pas du tout eux qui ont mené les négociations, mais plutôt les pays du Nord et notamment le Pays-Bas, la Suède et le Danemark, mon Dieu le Danemark, qui ont fait en sorte d'avoir des restrictions budgétaires. Mais surtout, ce qui est à en conclure, c'est que ce plan de relance, c'est comme ce qui s'est passé avant. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est une des informations les plus importantes. C'est qu'en gros, ce sont toujours des pays européens qui mendient les marchés financiers pour avoir un peu de financement. Mais tout ça, pourquoi? Pour resserrer la vis budgétaire et augmenter l'austérité. On a l'impression que l'Union européenne, c'est à la fois vachement fantasmagorique, mais surtout suffisamment complexe et opaque pour balancer plein de mensonges et plein de fausses annonces en espérant que personne ne le remarque. Et c'est vrai parce que quand tu regardes plein d'articles de journaux, de Libération, tout ça, t'as l'impression que c'est une grande victoire, alors que factuellement, t'as pas grand chose. Mais surtout, et là on l'a pas trop mis parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop voir Macron toujours sur les vidéos, mais c'est quand même l'intervention de Macron sur TF1, quoi. Je veux dire, un président qui a déjà parlé la semaine dernière, une interview d'1 heure pour quasiment rien annoncer, là il revient à la télé pour parler à tout le monde pour des trucs, peut-être qu'une conférence de presse aurait suffi. Enfin en tout cas, la conférence de presse, c'est ce qu'on fait d'habitude quand il y a des choses à annoncer au niveau des États, et puis après les médias relaient et ça suffit. Mais le fait que le président ait voulu défendre ce truc-là à la télé, non pas pour expliquer ce qui s'est passé, mais pour vanter ses propres prouesses diplomatiques, c'est bien la preuve que ce mec-là, c'est plus notre président. C'est un candidat à l'élection présidentielle de 2022. Et s'il est passé dans les médias, là, c'est uniquement pour pouvoir monter sur les sondages et annoncer sa candidature dans pas très longtemps. Ce qui fait que là, on est quand même dans une sorte de crise de la civilisation, de la société, parce qu'il y a plein de merde avec le problème sanitaire, les problèmes écologiques, le problème démocratique, social, enfin tout le bordel que tu connais bien. Et le souci, c'est qu'on a un président aujourd'hui qui ne fait plus que de la communication. Voilà, et qui perd sur à peu près tous les tableaux qu'il essaye de mener. Ce qui fait que c'est bien dommage, quoi. Après, tu me diras, et tu n'auras pas tort si tu me dis ça, avoir un président comme Emmanuel Macron qui finit son mandat sur des coups de com', c'est quand même assez représentatif de toute sa présidence. Ouais. Il finit comme il a commencé. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sur le Canard Réfractaire, tu as 3 vidéos qui tombent chaque semaine où on parle de l'actualité ou trucs comme ça, donc tu peux t'abonner en cliquant sur ce bouton. Et évidemment, moi je suis pas un spécialiste de la question européenne et de tout le truc, et forcément peut-être que je me suis emmêlé les pinceaux, tout ça, donc si tu vois qu'il y a des erreurs là-dedans, n'hésite pas à le mettre par commentaire et on en reparlera dans une autre vidéo à l'occasion. Mais sinon, il y a toutes les sources qui sont en description si tu veux aller plus loin. Mais voilà, en attendant de se revoir, on se dit des bisous, à la prochaine, puis portez-vous bien.